Donc je reste dans l'opus 111 de Beethoven, la sonate 32, une de sa dernière sonate. Et j'ai pas pu résister à explorer le premier mouvement, disons l'introduction au premier mouvement. Je l'avais travaillé il y a une vingtaine d'années, enfin, ou déchiffré il y a une vingtaine d'années. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'elle m'est très connue, alors que je ne l'ai pas souvent écoutée. Parce que pour moi, Beethoven, c'était autre chose que ce que j'entendais dans les disques stéréotypés de ma jeunesse. Parce qu'on caractérise toujours Beethoven comme quelqu'un de colérique. Mais quand on lit les écrits, parce qu'il a laissé beaucoup d'écrits, comme il était sourd, il communiquait beaucoup par écrit. Son grand regret était le manque de bonté sur terre. Il avait vraiment besoin de bonté. Et donc, ça m'a touchée, ça me l'a rendu particulièrement cher. Et donc, maintenant, je réaborde Beethoven avec toutes les connaissances que j'ai glanées au fil du temps, comme ça, et puis le travail d'autres compositeurs. Et donc, j'y reviens après quand même quelques années d'absence à Beethoven, et il est très humain, et je voudrais faire ressortir dans l'interprétation ce côté de bonté et d'humain qu'il a, pour ne pas le jouer frénétiquement là. Voilà. Ça serait la tendance naturelle, on aura envie de le faire comme ça, on l'a tellement entendu comme ça. Eh bien, pourquoi penser un jour que j'ai raison? Par la triple croche, c'est simplement ça. Quand vous voyez une triple croche dans une œuvre, la triple croche, elle est ronde, elle roule. Elle roule. Elle est simplement là pour créer un décor sonore, quelqu'un qui glisse, quelqu'un qui dérape, une feuille qui s'envole par la tempête, un bruit de carrosse au loin qu'on entend. Elle est simplement là comme ça pour produire un effet. Et comme elle est ronde, elle est bonne. Voilà. Alors, je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est que, même si c'est forté, et que si Beethoven emploie la triple croche, c'est qu'il ne veut pas quelque chose d'agressif. Mon autre preuve à la façon d'interpréter ce maestoso, c'est justement le mot maestoso. Je vais revenir à Dieu. Dieu, on le caractérise par la beauté. La beauté génère l'espérance. Et la majesté, c'est-à-dire la toute-puissance. Mais c'est une toute-puissance où la bonté va mettre un frein au châtiment. Donc il faut ne pas perdre ce concept-là. Il n'a pas mis par hasard Maestoso, c'est un roi. C'est peut-être Macbeth, c'est peut-être le roi Lear, parce que Beethoven aimait bien Shakespeare. Qu'est-ce qui me fait penser à Shakespeare maintenant dans ce Maestoso? Ce sont ces deux petits accords-là. Hors du temps, un peu celtique. Voilà. Ils sont tempérés par la main droite qui vient les remettre dans une tonalité. Mais eux tout seuls, oui, eux tout seuls, nous transportent quand même, allez, au 15e siècle, 14e siècle. Donc, on a affaire à un roi qui essaye de maintenir sa bonté, sa tolérance, sa bienveillance, qui n'écoute pas que sa colère. Et tous ces raisonnements que j'emploie, qui viennent de Beethoven, qui a connu la guerre, qui a connu l'invasion des Français à Vienne, qui a porté un culte à Napoléon, quand il a vu que Napoléon rentrait dans le sillage
d'une fausse royauté, quand il s'est fait sacré empereur, il l'a jeté à la poubelle, il a biffé son nom sur sa symphonie héroïque, et voilà. Et après, il n'a plus voulu jouer, lorsqu'il était encore pianiste, il n'a plus voulu jouer pour le français. Parce que pour lui, si un roi, celui qui a la charge des âmes de son peuple, il doit être bon, il doit être juste. Et c'est justement pour protéger ce peuple. Et quand je suis comme ça dans le passé, que je vois l'actualité qui se passe dans notre monde, ben, c'est pas écrit en triple croche, hein. Il n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucune bonté. C'est le carnage total, sans pitié, et c'est le peuple qui trinque. J'emploie ce mot-là, il n'est peut-être pas très juste pour cette souffrance terrible qu'il y a. Et donc, voilà, Beethoven, il était aussi dans un climat comme ça. Et donc, au plus il va mûrir dans ses sonnettes, au plus il va employer des triples croches. Il va même parfois jusqu'à employer des quintuples croches. Voilà, ce qui est quand même assez rare. Donc voilà, deux indications. On peut toujours jouer de la musique si on a 16 ans, si on a 12 ans, quoi qu'on peut déjà être très sensible à tous ces non-dits. On peut la jouer à 30 ans et à 40 ans, enregistrer des disques, aller faire des récitals et tout sans savoir tout ça, en écoutant simplement, ah, c'est gai d'être puissant, c'est formidable de se sentir puissant, hein. Voilà, ben non, apprenez qu'on peut maîtriser ça par la douceur, par la bonté, par la triple croche. Voilà, donc, maintenant, pour bien situer ce triple croche dans le temps, parce qu'après, on va avoir les syncopes. On a de nouveau des syncopes. Et on va compter à la double croche, parce qu'on a des croches double point. C'est très joli dans l'architecture de la partition. Et donc, par exemple, quand vous avez tout ce passage qui est superbe en accord, on va les compter à la double croche. Donc, je vais prendre la main gauche, parce que bon, elle sous-tend quand même la trame du discours de la main droite. Donc là, j'ai une croche double point, triple sur noir, syncopé sur croche double point, triple sur croche, etc. Donc, alors, c'est très important parce qu'on va se rendre compte à quel point la triple croche est fondue dans la suivante. Il n'y a aucun angle, ça je vous en ai déjà parlé. Et donc ça va permettre, même dans les déplacements ici, vous voyez, si on n'est pas trop crispé dans la main, on sait y arriver tout de suite. C'est tout collé à la suivante. Et ça, on va en prendre conscience en travaillant. Maintenant, on va la travailler rythmiquement. On est dans un 4 temps. On va détailler à la double croche. Ce que va faire Beethoven après, quand il va prendre un tempo plus rapide, allegro con brio, il va détailler un terme qui est sur le premier et le troisième temps de chaque mesure de double croche, qui va redétailler après à la croche et à la noire après. Je vous en parlerai de ça, c'est aussi une notion qu'il faut voir, parce que sinon on articule mal. Ici, il faut vraiment articuler dans le double croche le premier et la première double croche du premier et du troisième temps. Et donc, on va avoir sol, mi, ré, la, mi, la, fa, do. Et ça, on va retrouver après dans les croches et dans les noirs du thème. Donc, la double croche, elle est importante. C'est elle qui va raconter les détails de l'histoire. Et elle va nous permettre de fusionner la triple croche au suivant. Donc, je prends la main gauche. Hein. Attention, on est en do mineur, on a 3 bémol. Et c'est un petit peu trafiqué, ce do mineur, justement pour nous faire plonger dans le passé. Moi, j'entends ça dans mon cœur. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il a choisi pour présenter son récit. Et alors, maintenant, je suis ici. Donc, je vais côté la double croche. J'ai 2 doubles croches dans ma croche. J'en ai une dans le premier point. Et j'ai une triple croche dans le deuxième point. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? 1. Donc, 1, 2 pour la croche, 3 pour le point, 4 pour le double point
et là-dedans, je vais fondre ma triple croche sur le suivant. 1, 2, 3, 4. Vous voyez à quel point c'est en proximité du suivant. Et c'est pas... Vous voyez la différence? 2, 3, 4. Alors ici, j'ai 4 doubles croches pour ma noire, 2 pour ma croche, 1 pour mon point, plus une triple croche. Donc, fa, sol, ré. Ah oui, je suis à gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est presque fusionné à la suivante. Donc après, je vais adapter ça à tout. Je vais survoler en glissant. Évidemment, à ce moment-là, les croches, on va bien compter 2 doubles croches dessus pour les tenir. Et puis, faire ressortir la main gauche dans mes petits accords que j'appelle, j'explique rien ici. Donc non, j'ai raté. Oui, bien faire ressortir l'étrangeté de la